Imaginez deux géants des arts martiaux, Bruce Lee et Bolo Yeung, s'affrontant non pas sous les lumières éblouissantes d'Hollywood, mais dans un duel intense et imprévu en coulisses. Dans cette vidéo exclusive sur Vie Sociale, nous plongeons au cœur de l'histoire cachée de leur véritable sparring pendant le tournage de l'Opération Dragon, un combat né de la frustration quand leur scène épique a été coupée du film. Découvrez leurs origines contrastées, de la philosophie révolutionnaire de Bruce avec son Jeet Kune Do à la force brute de Bolo forgée par le bodybuilding, la tension montante sur le plateau entouré de légendes comme Jim Kelly et Jackie Chan, l'affrontement de 10 minutes où la vitesse a triomphé sur la puissance, et les leçons intemporelles sur l'endurance, la stratégie et l'héritage des arts martiaux. Restez jusqu'à la fin pour des révélations qui changeront votre vision de ces icônes. Si cette plongée dans les secrets des légendes vous passionne, abonnez-vous dès maintenant à Vie Sociale pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes sur la vie, les défis et les triomphes humains, et mettez un gros pouce en l'air en aimant cette vidéo pour soutenir la chaîne, rejoignez notre communauté grandissante. Bruce Lee et Bolo Yeung, deux noms qui évoquent instantanément des images de puissance, de discipline et de combats légendaires. Ces deux figures emblématiques ont marqué l'histoire des arts martiaux et du cinéma, captivant des millions de fans à travers le monde. Dans le film culte L'Opération Dragon, Enter the Dragon en version originale, sorti en 1973, leur présence à l'écran a créé une alchimie électrisante, un mélange de grâce féline et de force brute qui a fasciné les spectateurs. Mais imaginez un instant, et si je vous révélais qu'au-delà des caméras, ces deux titans se sont affrontés dans un combat réel, un sparring intense loin des projecteurs hollywoodiens? Un moment où la chorégraphie a cédé la place à la réalité, où les coups n'étaient plus simulés, mais portés avec une authenticité brute. C'est cette histoire oubliée, ce duel caché que la plupart des gens ont manqué, que nous allons explorer aujourd'hui sur Vie Sociale. Un affrontement qui a laissé les témoins stupéfaits, révélant non seulement les compétences physiques des deux hommes, mais aussi les philosophies profondes qui guidaient leur vie. Que s'est-il vraiment passé? Qui a dominé? Et quelles leçons pouvons-nous en tirer pour notre propre parcours dans la vie sociale et personnelle? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les coulisses de l'un des plus grands films d'arts martiaux de tous les temps. Pour bien comprendre l'ampleur de cet événement, il faut d'abord replacer le contexte. L'Opération Dragon n'était pas seulement un film, c'était une révolution culturelle. Réalisé en coproduction entre Hollywood et Hong Kong, il a propulsé Bruce Lee au rang de superstar mondial, juste avant sa mort tragique en juillet 1973, quelques semaines avant la sortie du film. Ce long-métrage, dirigé par Robert Clouse, racontait l'histoire d'un maître des arts martiaux infiltrant un tournoi illégal pour démanteler un empire criminel. Mais derrière les scènes d'action spectaculaires, se cachait une production chaotique, marquée par des tensions créatives, des changements de scénario et des égos surdimensionnés. C'est dans ce bouillonnement que naît l'histoire de notre combat secret. Bruce Lee, obsédé par l'authenticité, avait imaginé une scène épique contre Bolo Yeung, un affrontement qui symboliserait le choc entre la finesse technique et la puissance pure. Hélas, les exécutifs de Warner Brothers, soucieux de recentrer l'intrigue sur le duel final contre Han, joué par Shishkian, ont décidé de couper cette séquence. Cette décision n'a pas seulement altéré le film, elle a allumé la mèche d'un vrai challenge entre les deux hommes. Avant de plonger dans les détails de ce sparring, prenons le temps d'explorer les origines de ces deux légendes. Car pour apprécier pleinement leur confrontation, il faut comprendre d'où ils venaient, ce qui les a forgés et pourquoi leur style était si opposé. Commençons par Bruce Lee, le petit dragon qui a changé à jamais la perception des arts martiaux en Occident. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, sous le nom de Lee Jun-fan, Bruce grandit à Hong Kong dans une famille imprégnée de culture artistique. Son père, Lee Hua-chuan, était une star de l'opéra cantonais, et sa mère, Grace Oh, issue d'une famille aisée. Dès son enfance, Bruce est exposé au monde du spectacle. Il apparaît même dans des films hongkongais comme enfant acteur, sous le nom de Lee Xiaolong. Mais c'est à l'adolescence que sa vie prend un tournant décisif. À 13 ans, après une bagarre de rue qui le laisse marqué, il commence à étudier le Wing Chun sous la tutelle du maître Ip Man, une figure légendaire qui formera plus tard d'autres stars comme Wong Shan-leung. Hong Kong des années 1950 était une ville bouillonnante, mais dangereuse. Les gangs de rue, influencés par les triades, régnaient sur les quartiers, et Bruce, avec son tempérament fougueux, se retrouvait souvent au cœur des conflits. Ces expériences réelles de combat, pas des simulations de dojo, mais des altercations brutales où la survie primait, ont façonné son approche. Il n'était pas satisfait des limites du Wing Chun traditionnel, il voulait plus. Influencé par la boxe occidentale, il admirait Muhammad Ali,
l'escrime et même la philosophie taoïste, Bruce commence à expérimenter. À 18 ans, fuyant les ennuis à Hong Kong, après avoir battu un fils de triade, il retourne aux États-Unis avec seulement $100 en poche. À Seattle, il étudie la philosophie à l'Université de Washington, tout en enseignant les arts martiaux dans un petit studio. C'est là qu'il développe le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte, une philosophie plus qu'un style fixe, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui est spécifiquement tien. Bruce n'enseignait pas seulement des techniques, il prônait l'adaptabilité, la fluidité, inspiré de l'eau, une métaphore qu'il rendra célèbre dans une interview, vide ton esprit, sois sans forme, comme l'eau. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, Bolo Yeung forgeait son propre chemin. Né Yang est le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine continentale, Bolo grandit dans un environnement marqué par la tradition. La Chine post-révolutionnaire valorisait les arts martiaux classiques comme le kung-fu Shaolin, et Bolo s'y plonge dès l'enfance. Mais ce qui le distingue, c'est sa passion pour le bodybuilding, une discipline importée de l'Occident et encore rare en Asie. Inspiré par des icônes comme Steve Reeves, il combine entraînements martiaux et haltérophilie, sculptant un corps massif qui deviendra sa signature. À 20 ans, il s'installe à Hong Kong et remporte le titre de Monsieur Hong Kong en bodybuilding, qu'il conserve pendant 10 ans. Contrairement à Bruce, qui questionnait les traditions, Bolo les embrassait pleinement, y ajoutant une couche de puissance physique brute. Son entrée dans le cinéma se fait naturellement. Avec son physique intimidant au 1,68 m pour 70 kg de muscles purs, il est parfait pour les rôles de vilain. Avant l'Opération Dragon, il apparaît dans des films comme The Heroic Ones, 1970, où sa présence impose le respect. Les chemins de Bruce et Bolo se croisent enfin en 1972, lors du casting de l'Opération Dragon. Bruce, après des succès hongkongais comme La Fureur de vaincre, The Big Boss, et La Fureur du Dragon, Fist of Fury, où il affronte Chuck Norris dans une scène mythique au Colisée, est approché par Warner Brothers. Frustré par Hollywood qui l'avait écarté pour le rôle principal de Kung Fu donné à David Carradine, Bruce voit dans ce film une opportunité de conquérir l'Ouest. Bolo, de son côté, est casté pour jouer un henchement de Han, le seigneur du crime. Initialement, le scénario prévoyait une scène majeure entre Bruce et Bolo, un duel symbolisant le choc entre vitesse et force. Bruce, perfectionniste, chorégraphie lui-même les mouvements, insistant sur l'authenticité. Il voulait que ce combat reflète ses idées, la précision contre la brute force, l'intelligence contre la masse. Mais les studios interviennent. Warner Brothers, craignant que trop de combats diluent l'impact du climax contre Han, réduit le rôle de Bolo à quelques scènes mineures. Bolo apparaît bien dans le film, notamment dans une séquence où il brise le cou d'un adversaire, mais sans affrontement direct avec Bruce. Cette coupe n'est pas anodine. Elle reflète les tensions entre la vision artistique de Bruce et les impératifs commerciaux d'Hollywood. Bruce, connu pour son ego et sa détermination, est furieux. Des anecdotes rapportent qu'il menaçait souvent de quitter le set, arguant que le film perdait son essence. C'est dans cette atmosphère électrique que naît le vrai sparring. Pour mieux visualiser, imaginons le plateau, Hong Kong, janvier 1973. Le tournage se déroule dans des studios étouffants, avec une équipe mixte américano-chinoise. Autour de Bruce et Bolo, des figures comme Jim Kelly, champion de karaté jouant Williams, John Saxon, l'allié de Bruce, et même des jeunes cascadeurs comme Jackie Chan et Sammo Hung, qui font leur début. Jackie Chan, par exemple, se souvient dans ses mémoires d'avoir été frappé, littéralement, par Bruce lors d'une scène, un coup accidentel qu'il a envoyé au sol, mais Bruce s'est excusé avec une gentillesse inattendue. Bob Wall, qui joue O'Hara, un vilain battu par Bruce dans une scène brutale, raconte dans des interviews comment Bruce insistait pour des coups réels pour plus d'authenticité, au risque de blessure. La tension monte progressivement. Bolo, fier de son physique, démontre sa force lors des poses, soulevant des poids, exécutant des katas puissants. Bruce, de son côté, impressionne avec sa vitesse, son fameux one-inch punch qui envoie voler des sacs de sable. Les autres martiaux observent, sentant une rivalité tacite. Jim Kelly, dans une interview postérieure, décrit l'atmosphère comme chargée d'énergie compétitive. Puis vient la nouvelle de la coupe de la scène. Bolo, déçu mais audacieux, lance un défi à Bruce. Puisque le film ne nous laisse pas nous affronter, pourquoi ne pas le faire pour de vrai? Bruce, qui n'a jamais reculé devant un challenge, rappelez-vous ses duels réels contre des maîtres comme Wong Jack-man en 1964, qui l'ont poussé à créer le Jeet Kune Do, accepte immédiatement.
Le sparring a lieu en privé, mais avec des témoins, quelques cascadeurs et membres de l'équipe. Pas de ring officiel, juste un espace dégagé sur le set. Bruce, 1,73 m, 64 kg, face à Bolo, 1,68 m, 70 kg. Sur le papier, Bolo a l'avantage de la masse, mais Bruce mise sur la vitesse. Le combat dure environ 10 minutes, un test d'endurance pure. Bruce commence en mode défensif, utilisant sa fluidité pour esquiver. Ses coups sont précis, jab rapide, low kick pour déséquilibrer. Bolo charge avec des hooks puissants, visant à closer la distance. Mais la fatigue s'installe vite pour Bolo, son corps musclé consomme trop d'oxygène. Bruce, conditionné par des entraînements intenses, abdos, course, shadow boxing, maintient le rythme. À la fin, Bolo concède, épuisé. Ce n'était pas une victoire humiliante, mais une leçon, la puissance brute cède face à l'efficacité. Cette histoire, bien que sensationnalisée dans certains récits YouTube, s'appuie sur des témoignages. Bolo lui-même, dans des interviews tardives, il est toujours en vie en 2025, à 79 ans, parle de Bruce avec respect, il était comme un fantôme impossible à toucher. Bruce, de son côté, utilisait ses sparring pour tester ses théories. Au-delà du combat, cela révèle des leçons pour la vie sociale, l'importance de l'adaptabilité dans les conflits, la force mentale sur la physique et comment transformer une frustration, comme une scène coupée, en opportunité de croissance. Étendre sur l'impact culturel, l'opération Dragon a rapporté plus de 400 millions de dollars ajustés, inspirant des générations. Bruce est devenu un symbole de l'empowerment asiatique en Occident, influençant des artistes comme Jackie Chan, Jet Li, et même des athlètes comme Conor McGregor. Bolo, après le film, a continué une carrière prolifique, jouant dans Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, où sa phrase « Very good », Bubrick noted back est culte. Dans la société moderne, où les réseaux sociaux amplifient les rivalités, ce duel nous enseigne la résilience. Bolo n'a pas vu sa défaite comme une fin, mais comme un apprentissage, il a poursuivi le bodybuilding et les films jusqu'à un âge avancé. Bruce, tragiquement décédé à 32 ans d'un édème cérébral, théorie conspiratrice abonde, de la malédiction familiale à l'empoisonnement, laisse un héritage philosophique. Ses livres comme Tao of Jeet Kune Do inspirent encore des coachs de vie. Pour approfondir, explorons les styles en détail. Le Jeet Kune Do de Bruce intègre 26 arts, du Muay Thai au judo, emphatiquant l'économie de mouvement. Bolo, ancré dans le Kung Fu traditionnel, ajoute le powerlifting. Dans un combat hypothétique prolongé, comme le leur, l'endurance prime, une étude de l'UFC montre que les fights durent en moyenne 9 minutes, où la cardio l'emporte. Anecdote supplémentaire, sur le set, Bruce a vraiment affronté des extras qui le défiaient, comme un stuntman qui l'a insulté, Bruce l'a mis KO en seconde. Bolo, pacifiste hors écran, évitait les conflits, préférant la méditation. En conclusion, ce sparring n'était pas juste un fight, c'était un microcosme de la vie, affrontement d'idéaux, résilience face à l'échec. Qu'en pensez-vous? La vitesse de Bruce l'aurait-elle toujours emporté dans la vie réelle? Partagez vos pensées en commentaire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Vie Sociale pour plus d'histoires motivantes sur les légendes qui façonnent notre monde, et aimez cette vidéo pour nous aider à grandir. À bientôt!